Il existe des histoires qui ne se contentent pas de raconter des événements. Elles soufflent une inquiétude, un malaise presque invisible, comme la poussière qui entre dans les yeux quand le vent tourne V pour Vendetta est l'une de ces histoires. Ce n'est pas l'histoire d'un héros, ni d'un régime. C'est l'histoire de cet espace étroit entre peur et liberté, et de ce qui arrive quand nous laissons quelqu'un marcher dans cet espace à notre place. Vous connaissez le film. Mais le roman graphique qui l'a inspiré est complètement différent et bien plus sombre. L'histoire de Northfire fait écho à d'autres époques, non pas parce qu'elle copie des événements passés, mais parce que la nature humaine répète ses raccourcis. Ils ont pris le manuel de l'Allemagne nazie, l'ont adapté à l'Angleterre, et ça a marché. Pourquoi ? Parce que quand les gens ont peur, ils ne veulent pas de solution complexe. Ils veulent quelqu'un qui désigne un coupable et promet protection, immigré, homosexuel, dissident, peu importe qui est la cible. Ce qui compte, c'est qu'il existe un « eux » pour haïr ensemble. Car haïr ensemble crée une illusion réconfortante d'appartenance. C'est une union fausse, construite sur le vide. Mais tant qu'on pointe le doigt vers l'extérieur, on n'a pas besoin de regarder en nous. Et voici le piège le plus pervers. Chaque fois qu'on abandonne un peu de liberté en échange de sécurité, on crée le besoin d'en abandonner davantage. La peur se nourrit d'elle-même. D'abord, ce sont juste les immigrés, puis juste les homosexuels, jusqu'au jour où l'on réalise que les catégories se sont élargies et qu'on en fait partie. La crise crée des monstres, mais elle crée aussi de faux sauveurs. Et le peuple, affamé de stabilité, accepte n'importe quelle main ferme qui promet le silence, jusqu'à ce que le silence devienne trop sépulcral et qu'on réalise que c'est nous-mêmes qui avons verrouillé la porte de l'intérieur. Parmi les éléments les plus troublants de la bande dessinée, il y a Destinée, le super-ordinateur qui se transforme en entité, pas par magie, par commodité. C'est confortable de croire que la responsabilité se trouve ailleurs, que quelqu'un, ou quelque chose, décide à notre place. Sutler gouverne, mais c'est Destinée qui absout. Si c'est le destin qui décide, personne n'a besoin de porter le poids moral des atrocités. Ce n'était pas moi, c'était le système. Ce ne sont que des ordres. C'est comme ça que ça fonctionne. Combien de fois avons-nous entendu ces phrases ? L'État s'organise comme un corps, mais un corps corrompu, fiévreux, se surveillant lui-même dans la paranoïa. La bouche dit ce qui doit être dit. Les yeux surveillent ce qui ne doit pas être vu. L'oreille écoute ce qui ne devrait pas exister. Le nez flaire la dissidence. Le doigt appuie sur les gâchettes qui maintiennent la paix. Luis Protero, la bouche du régime, transforme les algorithmes en commandements divins. Et le peuple accepte parce qu'il est plus facile de croire qu'il existe un plan supérieur que d'admettre qu'on improvise tous en se piétinant les uns les autres. La vérité inconfortable ? On n'a pas besoin de super-ordinateur pour faire ça. On le fait depuis des millénaires, avec des rois, des papes, des fureurs, le marché, la volonté du peuple. N'importe quoi fait l'affaire, du moment que ça nous décharge de notre responsabilité. Moore place les arts sous la domination de la bouche, la machine de propagande. L'humour stupide, la fiction patriotique, le journal qui distille la peur régulièrement. Tout compose un menu planifié pour anesthésier. Petit à petit, le grotesque devient normal. L'absurde devient habitude. Storm Saxon, héros blond combattant des barbares cannibales, n'est pas que du divertissement. C'est une pédagogie de la haine.
Il enseigne, sans en avoir l'air, qui mérite le respect et qui mérite le mépris. Brenda, le personnage sexualisé et idiot de Faut bien rire, enseigne que les femmes sont des objets décoratifs, et le journal télévisé, toujours apocalyptique, enseigne que le monde extérieur est un danger constant. La bouche n'a pas besoin de mentir effrontément. Il suffit de choisir quelle vérité montrer, dans quel ordre, avec quel ton de voix. La peur et le préjugé cessent d'être des constructions politiques et deviennent des faits naturels de l'existence. Moore l'a compris il y a des décennies. Et aujourd'hui, nous vivons entourés de Storm Saxon. Des récits qui nous disent qui est héros et qui est vilain, toujours en simplifiant, toujours en pointant loin des véritables problèmes. Au centre de la scène apparaît V, un homme sans nom, une blessure vêtue de poésie. Il est le miroir inversé de Sutler. Là où l'un voit l'ordre, l'autre voit des chaînes. Là où l'un voit la stabilité, l'autre voit une prison. Mais V n'est pas un saint, ni un martyr, ni un héros. C'est le genre d'homme qui brûle sa propre maison pour éclairer le chemin des autres. V est anarchiste, parce qu'il refuse toutes les hiérarchies. Mais son refus absolu le rend lui-même hiérarchique dans ses décisions. Il décide qui mérite de vivre, qui mérite de mourir, ce qu'Eve doit apprendre, quand elle doit souffrir, quand elle doit être libérée. Moore tient à cette ambivalence. Il veut un lecteur mal à l'aise. Il veut montrer que même l'idée de liberté peut devenir une prison quand quelqu'un tente de la livrer toute faite. V n'agit pas seulement, il performe. Chaque geste est chorégraphié, chaque phrase est déclamée, chaque apparition est mise en scène comme si le monde était une scène et lui, le seul acteur qui comprend qu'il joue dans une pièce. Quand il fait exploser Old Bailey, détruire le bâtiment ne suffit pas. Il dirige un orchestre invisible tandis que l'ouverture 1812 de Tchaïkovski résonne sur Londres. Les feux d'artifice remplacent les bombes. La destruction devient spectacle. Le terrorisme devient art. Pourquoi ? Parce que V comprend quelque chose de fondamental. Les symboles meurent quand on les oublie, pas quand on les détruit. Un bâtiment qui explose, c'est une nouvelle. Un bâtiment qui explose au son de musique classique pendant que le ciel se peint en rouge, c'est un mythe. C'est une image qui colle à la rétine collective. La galerie des ombres regorge de références shakespeariennes. V cite Macbeth, Hamlet, Richard III. Shakespeare a écrit sur le pouvoir, la trahison, la tyrannie, mais toujours à travers des personnages portant des masques sociaux. V pousse cela à l'extrême. Son masque ne cache pas qui il est. Il le remplace complètement. Le fascisme déteste l'art, parce que l'art, c'est l'ambiguïté. C'est la complexité. C'est une question sans réponse toute faite. V préserve les films interdits, les tableaux censurés, les livres brûlés, parce qu'il comprend que l'art est la dernière forme de résistance quand tout le reste échoue. La galerie des ombres n'est pas qu'une cachette. C'est un reliquaire. C'est le dernier refuge de la culture interdite. V a préservé tout ce que le régime voulait détruire. Chaque objet est un acte de résistance. Chaque film conservé est un doigt d'honneur à Northfire. Au centre de la galerie, il y a un espace sacré, le mémorial de Valérie Page. Valérie représente la résistance humaniste, le refus de mentir sur qui elle était, même face à la mort. V a porté sa mémoire pendant 20 ans. Pas comme une arme, mais comme un rappel que l'humanité existe encore sous le masque. V fait tout exploser. Old Bailey, Jordan Tower, et finalement le Parlement. Mais pas la galerie. Parce qu'il comprend qu'une révolution a besoin de mémoire.
Il ne suffit pas de détruire l'ancien. Il faut préserver des fragments de ce qui existait avant. La galerie survit comme une promesse. L'autoritarisme est temporaire. L'art est éternel. La scène de la mort de Delia est l'une des plus profondes parce qu'elle nous confronte à une question impossible. Existe-t-il une rédemption pour certaines choses ? Elle a participé aux expériences de l'Arkil. Elle a vu des gens être détruits. Et ensuite, elle a consacré sa vie à faire le bien, à compenser. Mais quand V apparaît, elle ne fuit pas. Elle accepte. Parce qu'elle sait que certaines choses ne se compensent pas. Moore ne nous donne pas de réponse facile. Delia est humaine, complexe, capable de changement. Mais est-ce suffisant ? V dit que non. De toutes les rencontres de V, la plus touchante est celle avec Delia. Elle, qui a participé à l'horreur, a consacré le reste de sa vie à tenter de recoudre des blessures qui ne pouvaient plus cicatriser. V la tue, et elle accepte comme on accepte l'hiver après avoir vécu tout un automne dans la culpabilité. Eric Finch commence comme un serviteur loyal du système. Il finit comme un homme qui a trop vu pour revenir en arrière. Finch n'est pas un méchant, ni un héros. C'est un fonctionnaire compétent qui fait son travail. Il croit au système parce qu'il n'a jamais eu de raison d'en douter. Jusqu'à ce jour. L'enquête sur V le mène à l'Arkil, aux archives, aux photos, aux dossiers médicaux et puis à la vérité. Le virus Saint-Mary, qui a tué des milliers de personnes, qui a justifié tout le pouvoir de North-Fear, a été créé par le gouvernement lui-même du bioterrorisme sous faux drapeau. Son pays n'a pas été attaqué. Il a été sacrifié. Sa femme n'est pas morte à cause de terroristes. Elle est morte parce que son propre gouvernement l'a tuée pour consolider son pouvoir. Finch prend du LSD et va à l'Arkil. Il hallucine. Il voit des fantômes. Il voit des horreurs. Mais il voit aussi la clarté. Le système qu'il a servi est un monstre, et il en était une dent. Quand il affronte V dans le métro, Finch alarme. Il a le tir. Il pourrait tout arrêter. Mais il hésite. Parce qu'il n'est plus sûr de ce qui est juste. V meurt de toute façon, par les balles de crédit, pas celles de Finch. Mais l'hésitation de Finch dit tout. Il ne sert plus le système. Il ne le peut plus. À la fin, Helen Heyer offre le pouvoir à Finch. Elle veut reconstruire Northfire. Elle a besoin d'un homme compétent, respecté. Finch serait parfait. Il refuse. Elle demande « Où allez-vous » Finch répond « Sur une route très longue, très sombre. » Cette phrase est plus honnête que n'importe quel manifeste révolutionnaire. Finch ne va pas mener une révolution. Il ne va pas fonder un nouveau gouvernement. Il ne va pas écrire de constitution. Il va marcher seul dans l'obscurité, sans savoir où il va, sans chef, sans carte, sans garantie. Parce qu'il a compris que la vraie liberté ne vient pas avec un manuel. Elle vient avec le choix individuel de refuser tous les sauveurs, y compris soi-même comme sauveur. Finch nous représente tous quand nous nous réveillons, quand nous réalisons que nous servons un système pourri. La question n'est pas ce qu'il faut faire après. La question est: avez-vous le courage de marcher dans l'obscurité sans chercher une nouvelle lumière à suivre ? La plupart ne l'ont pas. On échange un chef contre un autre, un système contre un autre, une certitude contre une autre. Finch choisit l'obscurité, il choisit le doute. Il choisit de marcher sans savoir. Et paradoxalement, c'est là qu'il trouve la seule forme de liberté qui survit. Celle qui ne dépend de personne d'autre que lui-même. Finch choisit de marcher seul. Mais l'histoire de V ne se termine pas avec sa mort.
Elle ne fait que commencer à se multiplier. Parce que V n'était pas seulement un homme avec un masque, c'était une idée. Et les idées, comme il l'a dit lui-même, sont à l'épreuve des balles, mais aussi à l'épreuve des auteurs.